Mes amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va tout super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Soraysan afin de parler d'un sujet que je n'évoque pas souvent ici, je parle de jeux vidéo. Oui, on va parler de jeux vidéo aujourd'hui, on va parler des jeux vidéo plus précisément que j'ai fait et pas fini cette année, parce que oui, j'en ai fait quand même beaucoup. Si jamais vous ne suivez pas mes réseaux ou que vous ne me connaissez pas personnellement, il faut savoir que j'ai quitté mon poste professionnel en février dernier, donc au début de cette année 2022. On est en fin d'année, voilà, logique, hein, que je le mentionne. Et pendant cette grosse période de non-travail, de gros chômeurs professionnels, on peut appeler ça comme ça, pour être vraiment très second degré, et ben j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de jeux vidéo. Parce que oui, je me suis attardé sur la nouvelle console, plus précisément, hein, vraiment, on va centrer ça sur la nouvelle console de chez Sony, la PlayStation 5, parce que oui, je me suis procuré une PlayStation 5, ce qui m'a donné également l'occasion de découvrir un peu la nouvelle tech, mais surtout parce que j'avais envie d'avoir le Blu-ray 4K. J'ai joué à beaucoup de jeux, on va décortiquer ça en deux parties, je viens de le préciser en début d'intro, j'ai fini beaucoup de jeux, mais je n'en ai pas fini, c'est-à-dire que je les ai commencés, mais que je les ai pas finis complètement, et on va pouvoir évoquer ces deux petits points-là. Il y aura une petite sous-partie en premièrement parce qu'il y a des jeux qui sont non alloués à l'animation japonaise, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont forcément attraits à l'animation fait par des boîtes japonaises. Vraiment pour faire très simple, et beaucoup de jeux qui ne sont du coup pas faits par des boîtes japonaises, mais par des boîtes américaines, dont le premier qu'on va pouvoir mentionner ici, Spider-Man, Marvel Spider-Man, Miles Morales, le fameux standalone, c'est-à-dire le jeu qui peut se jouer sans avoir fait le premier Marvel Spider-Man, étant donné que Marvel Spider-Man 2 sort l'année prochaine sur PlayStation 5, je pense que sur PlayStation 4 également. Mais ce fut mon tout premier jeu officiel en tant que nouveau possesseur de la PlayStation 5, et c'était l'occasion de voir un peu ce que valait la console avec le ray tracing et tout le sbeul, hein. Donc évidemment une grosse claque visuelle, même si déjà de base sur PlayStation 4 Marvel Spider-Man était déjà super joli, était déjà super beau, mais le ray tracing ajoute, je trouve, un truc de plus, un jeu qui se finit en 7-8 heures, hein. Ça se voit que c'est un standalone, qui n'est pas vendu comme un jeu complet, hein. C'est le but de ce genre de jeu-là, de faire attendre et d'ajouter un petit surplus, même si c'est le même gameplay, même si on joue pas le même personnage, puisque bah, ça s'appelle Miles Morales, donc on joue Miles qui prend la tête de New York, pendant que Peter et Marie-Jeanne sont partis en voyage en Europe, donc Miles a la responsabilité de New York. Mais bon voilà, c'était un bon petit standalone très sympathique, très voilà, très beau, hein, très beau, même si encore une fois je lui jette pas de fleurs, parce qu'il y a des jeux qui sont quand même beaucoup plus beaux que ça, et c'est pas non plus le plus beau, la plus belle évolution qu'on puisse voir sur PlayStation 5. Voilà. Le second par contre, qui est mon tout premier jeu, et je le dis, hein, interactif avec la manette, la nouvelle manette, la DualShock 5, avec les nouvelles sensations que peuvent procurer la nouvelle DualShock de chez Sony, toute la technologie qui a été vendue dans la manette, avec les effets de vent, de sable qu'on ressent avec les vibrations de la manette, c'est Ratchet Clank Rift Parts. Et je le prononce à l'anglish. Je me le suis procuré totalement par hasard. Le projet a été lancé en 2018, mais il est sorti en juin 2021, je crois, à peu près avec la console, hein, quasiment derrière la console ou en même temps que la console. Donc c'est un jeu qui est absolument parfait si jamais vous voulez vous lancer dans les sensations que peuvent offrir la manette, avec le motion control, les gâchettes adaptatives et tout le bordel sur PlayStation 5. C'est un jeu super joli qui se finit une fois de plus, parce que on retrouve Insomniac Games, hein, dessus, hein. C'est Insomniac Games qui s'est aussi occupé du développement de ce jeu-là. Donc on peut dire qu'ils sont assez chauds sur ce genre de jeu-là, très joli. Pour le coup, Ratchet Clank, c'est le jeu parfait pour se rendre compte à quel point la PlayStation 5 est une console puissante. Une console qui est pas capable de montrer énormément de détails. Pas forcément avec le ray tracing, mais la console a été vendue aussi par l'absence de temps de chargement sur certains jeux, et Ratchet Clank en est l'exemple parfait, hein. Le nombre de temps de chargement entre les scènes de gameplay et les scènes de cinématique n'existe pas.
Il n'y a pas de petit logo chargement entre les scènes, ça n'existe pas dans Ratchet & Clank. Hein. Toute l'action se suit les uns après les autres, même les temps de chargement, si vous voulez charger votre partie, ça prend une demi-seconde, même pour Marvel Spider-Man, vous faites lancer votre partie ou charger votre partie, il n'y a pas de logo chargement en cours. Si vous cliquez, écran noir, et le jeu ça apparaît littéralement tout de suite en fait. Hein. Il n'y a pas de temps de chargement, donc ces jeux ont été pensés, développés pour la PlayStation 5, et Ratchet & Clank, même si c'est un jeu, encore une fois que j'ai fini en moins de 10 heures, mais c'était une bonne petite expérience pour découvrir, même s'il y a toujours le jeu intégré à la console, hein. Vous savez qu'il y a le petit robot là, le jeu avec le robot qui est intégré dans la console pour tester les gâchettes adaptatives, mais je trouve que Ratchet & Clank est un bon début, si jamais vous voulez vous lancer, même si je n'avais jamais fait les précédents Ratchet & Clank. Passons cette fois-ci maintenant au jeu dédié au style manga, style développé par des boîtes japonaises, commençant par Scarlet Nexus, développé par Bandai Namco Entertainment. Je continue avec l'accent anglais, je sais que vous adorez ça. Scarlet Nexus, donc qui se passe dans un futur extrêmement lointain, en 2050, un truc dans le genre, voilà, au niveau de l'histoire. On peut jouer deux personnages hein, dans Scarlet Nexus, Yuito Sumeragi et Kasane Landal. Le truc, c'est que je n'ai fait l'histoire que de Yuito. Il y a un animé également, Scarlet Nexus, qui est disponible sur Wakanim et Crunchyroll, vous pouvez le regarder, c'est un animé qui suit globalement le jeu vidéo, hein. Même s'il y a des scènes supplémentaires, des rajouts par rapport au jeu, c'est un animé, si jamais vous n'avez pas envie de jouer au jeu, c'est un animé qui se suffit largement. En plus il a une fin, exclusive, contrairement au jeu qui se finit de manière un peu brutale, mais les deux histoires globalement ce sont, je vais pas dire les mêmes, hein, parce qu'en fait on suit les personnages mais de leur point de vue, hein. Mais le problème c'est que je me voyais pas refaire l'histoire de Kasane, parce que j'ai fait l'histoire de Yuito, je me voyais pas refaire l'histoire de Kasane, étant donné qu'à un moment donné, à peu près à la moitié, voire à plus de la moitié du jeu, tout le groupe de personnages finissent par se rejoindre et on a les mêmes missions en commun. Ce qui fait que j'avais pas forcément envie de refaire 5, 6, 7, 8 heures, étant donné que le jeu, franchement, il est vraiment long. J'ai vraiment, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand que c'est fini, quoi. Parce que le jeu commençait à être vraiment long, je l'ai fini en 15 heures peut-être, et 15 heures c'est vraiment bien, hein. Franchement il y a des jeux, alors des gros blockbusters, à l'instar d'un, je vais prendre un exemple pourri, hein. The Last of Us Part 2, qui se finit à peu près en 20 heures. Voilà, je pense à peu près c'est en 20 heures que le jeu se finit en ligne droite. 13 heures pour ce type de jeu, en sachant que vous avez l'occasion de refaire le jeu 2 fois, avec le même temps, et en prenant le temps également de visiter la ville, récupérer tous les trucs, récupérer toutes les armes, s'équiper à fond et tout. Je pense que le jeu se finit en 30-35 heures, voire pas loin de 40 heures, en faisant les deux histoires. Parce que je pense qu'une seule histoire, déjà, ça prend à peu près 20 heures, donc je pense qu'en faisant les deux histoires, en refarmant, faut déjà avoir l'envie de refarmer 2 fois la même histoire, franchement, c'est chiant à un moment donné. Quatrième, même si pour le coup c'est plus 3 en 1, parce que il s'agit de la compile des Naruto Storm. Il faut savoir que sur le PlayStation Store, depuis maintenant quelques années, est proposée une compilation des 3 premiers Naruto Storm. Et j'avais déjà fait la globalité des Naruto Storm à l'époque, j'avais notamment fait Storm 2, Storm 3, Storm 4. J'ai pas fait le DLC Boruto, et je compte pas le faire, hein, parce que payer 19 balles pour un putain de DLC qui dure 2 heures, ça me sert à rien. J'en voyais pas l'intérêt, mais je n'avais jamais fait Naruto Ninja Ultimate Ninja Storm 1. Je ne l'avais jamais fait, et putain que ce jeu est naze. Non vraiment, je déconne pas, ce jeu est nul. Alors, autant sa meilleure qualité, c'est de pouvoir se balader dans un Konoha complètement modélisé en 3D, on peut sauter sur tous les bâtiments, même sur le bâtiment des Hokage, on peut pas sortir, on peut pas aller sur les têtes des Hokage en dehors du village, c'est vraiment délimité au village de Konoha. C'était une featuring que j'ai adoré au début, mais qu'est-ce que c'est long de farmer les points ninja. Pourquoi? Pour avancer dans l'histoire. Si t'as pas assez de points ninja, tu peux pas avancer dans l'histoire principale, tu dois farmer des missions de merde, de trouver-toi 3 poivrons, ou cache-cache avec Konohamaru. C'est chiant. C'est chiant, le but pour arriver au bout de ce jeu est naze. Au bout d'un moment, t'as fait tellement toutes les missions, il y a des missions qui sont tellement dures. Au début, tu dois chercher que Konohamaru, après tu dois chercher un de ses copains, après tu dois en chercher 2, puis après tu dois en chercher 3, et plus ça va,
plus ça devient dur, plus le temps est réduit et plus ça te casse les couilles de faire ce genre de mission. Je déteste ce genre de jeu où il faut atteindre un objectif pour avancer dans l'histoire principale, où on te bloque si tu ne fais pas et si tu n'as pas réuni le même nombre de points. Je déteste ce genre de jeu. J'ai pu me refaire Storm 2 et Storm 3 que je n'avais pas refait depuis longtemps, étant donné Storm 4 j'ai dû le refaire 2, 3, 4 fois. C'était l'occasion de refaire ces Storms là et de découvrir Storm 1. Qui est celui qui m'a le plus déçu pour le coup. Hein. Mais je les ai fait quand même, hein, parce que j'allais pas abandonner en si bon compte, surtout au prix que j'ai payé pour les 3 jeux. Ça valait le coup. Donc j'en ai profité pour faire les 3. Voilà. Passons au 5e, bon au 6, 7e, mais vous avez compris, au 5e. 5e. Hein, on prend la main, vous avez bien vu, il y a 5 doigts. Eden Zero Pocket Galaxy. Oui, je le mets dans le top, je l'ai fait. Ce jeu, je l'ai fait. On l'a fait en let's play sur la chaîne, donc il était quand même, il aurait été stupide de pas le mentionner, de pas le dire. Oui, il a été fait, sorti évidemment sur mobile en février 2022. Donc je vous ai fait au début d'année, bon un jeu qui ne casse pas trois pattes à un canard, un jeu 3D en plus, même si c'est un jeu 3D avec des environnements 3D, on a l'occasion de se balader dans l'Eden Zero, dans le petit vaisseau de Rebecca. Bon, c'est un jeu qui est pas terrible et j'ai l'impression que de toute façon Konami n'avait pas l'intention de mettre grand chose en termes de budget sur l'histoire, en termes de budget sur le gameplay, en termes de le jeu est codé avec le cul, ça rame à tous les sens, dans tous les sens du terme, même les smartphones les plus puissants, même des émulateurs sur PC qui sont censés être super puissants, le jeu arrive à laguer quand même, c'est extrêmement mal optimisé, mais c'est un jeu qu'on a fini quand même, parce que c'est Eden Zero, donc on l'a fait, ça me semblait intéressant de le faire quand même en vidéo, parce que ça traite de l'univers d'Hiro Mashima, et on va pouvoir passer du coup au 6e jeu, et on entre dans les jeux que j'ai extrêmement aimé, que j'ai adoré, que j'ai savouré de toute mon âme, et je le dis, puisqu'il s'agit des 2 derniers jeux que j'ai finis. Il s'agit, mes amis, parce que si jamais vous ne le savez pas, vous ne me suivez pas sur les réseaux, vous avez peut-être pas vu passer les tweets en rapport avec ces jeux-là. Je parle de certains Tales of. Tales of, c'est quand même une énormissime licence de Bandai qui est sortie, qui a commencé, je crois, sur fin 90, je crois. Les premiers Tales of sont sortis sur Game Boy, etc. Ça a continué sur console de salon. Ça a été sur PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 et évidemment le dernier de la licence, c'est PlayStation 5. Hein. Vous en doutez. Mais j'en parlerai juste après parce que je l'ai fait. Tales of Berseria. Berseria, occasion pour moi de le faire parce que j'ai fait un autre téléoff juste avant et j'avais envie de le faire étant donné que Berseria, si jamais vous n'êtes pas au courant, est un préquel à un autre téléoff. Voilà, si jamais vous ne le savez pas, parce qu'il y a déjà un autre téléoff pour qui il y en a 2 qui sont 1 et 2 respectivement, donc c'est des suites. Hein. Et Berseria est donc un préquel à l'un des Tales of, mon Tale of préféré, hein, si jamais vous ne le savez pas, il s'agit de Tale of Zestiria, qui est sorti en 2012-2013. Et ce Tale of Berseria, il a été annoncé à l'occasion de la sortie de la série animée en fin 2015, début 2016, Tales of Zestiria The Cross par Ufotable, étant donné que Ufotable a réalisé des animations pour certains des Tales of, certains des plus récents en tout cas, hein. Et donc c'était pour eux l'occasion d'annoncer en même temps que la série animée The Cross, hein, vu que Tales of Berseria est un préquel à cet univers, donc d'introduire les persos de Berseria avec 2 épisodes spéciaux, d'introduire notamment le tout début, hein, même s'ils ont coupé pas mal d'endroits, mais c'était surtout pour introduire les personnages les plus importants de l'univers de Berseria. Il s'agit principalement, hein, si ma mémoire est bonne, hein, de Velvet Crow, voilà, qui est le personnage principal de ce Tale of Berseria, qui se passe donc chronologiquement 1000 ans avant Tale of Zestiria. Et il faut savoir que les événements, évidemment, si jamais vous aurez du coup fait Zestiria comme moi et Berseria après, c'est les événements de Berseria qui auront une incidence sur l'univers de Zestiria. Parce que ça se passe 1000 ans avant, c'est les mêmes endroits, les personnages que l'on voit dans Zestiria découlent des événements de Berseria 1000 ans avant, parce que oui, il faut savoir que les événements de Berseria auront eu une incidence sur les événements de Zestiria, sur
le Seigneur des Calamités, etc. Bref, je veux pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas fait Zestiria, ni Berseria, ni vu encore même la série Zestiria The Cross, que je vous recommande, parce que je trouve que l'animé Zestiria The Cross ajoute énormément d'éléments scénaristiques non présents dans Zestiria, étant donné que Berseria n'existait pas. Donc les développeurs n'avaient pas en tête d'ajouter un univers préquel à Zestiria. Contrairement à l'animé The Cross, qui a ajouté des éléments scénaristiques de Berseria, les personnages se parlant, se voyant dans des rêves, mentionnant les événements de Berseria, découlant par la même occasion sur ceux de Zestiria. Voilà. Vraiment, c'était un truc très très long, mais un jeu que j'ai adoré. Berseria, c'est un jeu que j'ai adoré faire. Je l'ai fait en un peu plus de 10 heures. Je crois à peu près 14, 15, 16 heures peut-être même j'ai mis à le finir. Le personnage de Velvet est incroyable. Ce personnage est incroyable. Et c'est d'ailleurs, je crois, la première fois dans un Tale of qu'on joue un méchant. Parce que oui, Velvet Crow est un méchant. J'en ai encore l'estomac noué, rien que de parler de Berseria, tellement ce jeu était incroyable. J'ai trop kiffé ma mère, tout simplement. Et le dernier jeu, puisque je vous en ai parlé il y a quelques instants, il s'agit d'un autre Tale of que j'ai eu l'occasion de faire. Sur PlayStation, bah toujours sur PS5, hein, parce que tous les jeux, à part peut-être Eden Zero Pocket Galaxy, jusqu'à maintenant, qui est sur donc un émulateur PC, tous ces jeux ont été faits et achetés, non craqués, mais achetés sur PlayStation 5. Hein, attention, hein, totalement légal, pas d'illégalité, tous ces jeux ont été achetés sur PlayStation 5. Hein. Voilà, juste pour vous le dire, au cas où il y aurait des questions à se poser en mode, mais du coup, comment t'as fait pour jouer à tous ces jeux? Bah, je les ai achetés avec ma thune, ma carte bleue, les gars. J'ai dépensé de la thune pour acheter des jeux, et ouais, j'achète des jeux, hein. Je ne craque pas que des jeux, hein. J'en achète aussi, j'ai une console, c'est fait pour jouer à des jeux, hein. Voilà. Tale of Arise, le dernier né de Bandai Namco, qui cette fois-ci sont à la fois les éditeurs et les développeurs. Bon, très sympa, hein, même si on perd pour le coup Naoki Yamamoto au scénario du jeu. On retrouve Hirokazu Kazawa et Minaru Yawamoto, pardon, qui est au caractère design également des personnages de Arise. Alors, Arise est aussi un Tale of incroyable, même si je trouve qu'à partir de la seconde moitié, le jeu part complètement en couille. Vous savez, c'est le genre de série où vous vous dites waouh, il y a un univers incroyable à développer sur Terre, et puis d'un seul coup, on commence à te parler d'aliens, de trucs dans l'espace, de planètes, de systèmes solaires, de trucs, de civilisations voyageant à travers l'espace, d'extraterrestres, de machin. T'es là en mode, mais j'étais sur Terre. J'avais des pouvoirs, j'avais de la magie, machin. Pourquoi tu me parles d'aliens, de vaisseaux, de technologie, comment dire, de vaisseaux hyper technologiques, alors que ça ne colle pas du tout à l'univers. On parle d'un univers chevaleresque avec de la magie. Pourquoi est-ce que ça part dans l'espace avec des canons laser et machin truc? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Et ben c'est ce qui se passe dans Rise. À partir de la seconde moitié du jeu, quand vous avez fini votre premier objectif, c'est-à-dire tuer les 5 seigneurs, le jeu part complètement en cacahuète. On parle de vaisseaux de l'espace, de voyage temporel, on parle de notre perso principal, hein, qui s'appelle Alphen, hein, si jamais vous n'avez pas vu passer le jeu. Alphen avec tous les persos qu'on connaît qui rejoignent notre team, Shion, Rinwell, Lo, Kisara, Dohalim, qui sont des personnages très sympathiques, même s'ils ont tous chacun, voilà, je pense que chacun a sa préférence pour ceux qui ont fait Rise. Bon, évidemment c'est toujours Alphen, hein, même si Shion est aussi très sympathique comme personnage. Mon choix se portera toujours sur Alphen et son background. Même si voilà, je trouve que la seconde moitié est moins intéressante et ça part complètement en couille. Et j'en ai pas parlé par rapport à Berseria, et j'en reparlerai avec les autres Tale of que j'ai fait, parce que j'ai pas fait que ces deux-là. J'en parlais tout à l'heure avec un Tale of qui a aussi deux suites, enfin qui a une suite plus précisément. Et un autre Tale of aussi que j'ai commencé sur PS5 et que j'ai pas complètement fini. Là je me suis mis un peu en mode pause. Et ben la difficulté des jeux mais explose à un moment donné, je sais pas pourquoi. Et Arise, la difficulté du jeu est abusée. Je pense qu'on est pire qu'un Souls, hein. Sincèrement, je pense qu'on est pire qu'un Souls. J'ai jamais fait de Souls. J'ai vu des gens rager sur des Souls. J'ai constaté à quel point des jeux faits comme les Souls pouvaient faire rager. Mais Arise, quand vous arrivez dans la dernière heure de jeu, dans les 2-3 dernières zones à explorer, le jeu devient d'une difficulté, c'est inhumain.
je vous dis pas à quel point chaque porte que vous prenez contient un mini-boss. Partout, dans toute la zone, dans tous les couloirs, partout vous affrontez des mini-boss. Partout. Et ils sont tous niveau 50, 60, 70. La dernière zone, mais vous allez esquiver tout ce qui est possible et imaginable. Hein. Tellement il y a des mini-boss partout. Littéralement. Oui, j'ai ragé à un moment donné, je me suis mis en facile parce que le jeu devenait abominablement difficile. C'était incroyablement dur. Même si j'ai adoré le faire. Il était très très cool, j'ai passé un très bon moment, l'histoire est très sympa, même si, voilà, à part le pétage de câble à plus de la moitié, mais le jeu est d'une difficulté, j'ai jamais joué à un jeu aussi dur de ma vie. Sincèrement, j'ai roté du sang, à un moment donné, j'ai rage quit parce que j'ai perdu au moins 15 fois face au même boss, tellement c'était dur. Vraiment, non, vraiment, je déconne pas, c'est bien la première fois de toute ma vie que je rage face à un jeu. Vraiment. Et pourtant c'est un tell-off. Et j'aime les tell-off. Mais là j'ai jamais autant rage quit devant un jeu de ma life. Je déconne pas. C'est réel. Je déconne pas. Et j'ai esquivé vraiment tous les mobs hein, à un moment donné parce que ça c'était trop. C'était vraiment trop pour moi. La manette aurait fini dans la télé. Et après j'aurais dû repayer une télé. Et j'avais pas envie de redépenser 500 boules dans une télé. Vous voyez. Donc il fallait que je change de stratégie. Voilà, c'était le petit mot de la fin pour parler des jeux que j'ai finis cette année. On va pouvoir passer à la dernière partie, ou la deuxième, hein, plus précisément, de cette vidéo, même si ça commence à être un peu long. Les jeux que je n'ai pas fait, et ça pour le coup, je vais pouvoir aller assez vite. Hein, je pense qu'on peut faire cette partie en 5-10 minutes, vraiment, parce que la première, ça m'aura pris une demi-heure pour tout parler, pour tout vous parler. Cyberpunk 2077. Oui, je me suis procuré le jeu parce que avec l'animé Edge Runner et le fait que j'en entendais parler énormément autour de moi malgré les énormes critiques concernant le jeu, je sais que énormément de gens s'y sont remis. Je l'ai cherché pour l'avoir de pas cher, hein, pour l'avoir même sur PS5, mais étant donné qu'il n'a jamais été édité sur PS5, je me le suis acheté sur PS4. Il y a la mise à jour sur PS5, j'y joue, le jeu et ça lui arrive de crash parce qu'il est toujours mal codé et que visiblement CyberConnect, enfin c'est des projets, pardon, excusez-moi, c'est des projets. Je sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire sur le jeu, essayer de corriger le moindre bug, est-ce qu'ils arriveront jamais à corriger les bugs du jeu, je sais pas, mais j'ai commencé à le faire, j'ai commencé l'histoire avec vie, je suis un gosse des rues, voilà, j'avance à mon rythme, j'ai pas envie de me forcer à avancer dans le jeu. Quand je fais une mission, au bout de la première mission, je fais une mission, je vais jusqu'au bout, parfois je m'arrête au milieu, je sauvegarde, j'arrête parce que j'ai plus envie de jouer, ça sert à rien de me forcer, je vais pas me forcer à faire la mission jusqu'au bout pour être dégoûté du jeu et le ranger dans sa boîte et de plus jamais le ressortir parce que ça m'aura dégoûté du jeu. Hors de question de ça, je fais une mission, j'ai envie de la finir, je la finis pas, c'est pas grave, je la ferai la prochaine fois, ça sert à rien de se forcer pour autant, étant donné que c'est pas le style de jeu auquel j'ai l'habitude de jouer, mais par pure coïncidence, enfin par pure envie, par curiosité, j'avais envie d'avoir le jeu. Je le garderai jusqu'au bout, je pense, jusqu'à ce que je revende un jour la PlayStation 5 pour une future console. Voilà, c'est dit. Repassons au Tale of. Bah oui, tant qu'à faire, hein, je vous ai fait une petite gueulante sur Tale of Arise. On va pouvoir passer au Tale of que je n'ai pas fini, hein, que j'ai commencé mais qui sont en cours, hein, du coup qui sont en cours mais qui sont pas encore complètement finis. Tale of Vesperia, sorti en 2008 et 2009 sur Xbox 360 et PlayStation 3, a eu un remaster, il me semble, en 2018, si ma mémoire est bonne, ou 2019 même d'ailleurs, qui est ressorti sur PlayStation 4. J'ai acheté le remake. J'ai acheté le remake, ça me semblait normal, hein, de pas acheter la version PlayStation 3, puisque j'ai pas de PlayStation 3, hein, voilà. Donc j'ai acheté le remake. Un jeu un peu quelconque puisque on remonte quand même au gameplay de 2008-2009 étant donné qu'il n'était pas développé par Bandai, il était fait par Namco Tales Studio. Je sais pas si ça existe encore, pour être tout à fait honnête, je pense que ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus, ça a disparu en 2011, voilà. Au moins c'est dit, c'est en direct, mais voilà, je trouve que c'est c'est du jeu au tour par tour, hein, comme tous les Tale of, enfin au tour par tour, c'est dans une arène, hein, c'est une espèce d'arène où vous pouvez frapper avec des... c'est un RPG, voilà, on va simplifier, c'est un RPG comme tous les Tale of, quoi. Même si j'ai pas précisé le système de jeu pour les autres Tale of, mais ça se passe exactement de la même manière, c'est le même gameplay à peu près pour tous les Tale of, hein. Donc les personnages, donc Yuri, Estelise, Flynn, Rapide, Rita, bon j'ai pas été plus loin que ça, Carol également qui est intéressant, mais je suis pas allé suffisamment loin
pour vous parler de toute l'histoire et de ce que j'ai pensé du jeu, étant donné que j'ai dû faire 4-5 heures à tout casser. Tale of Xillia, sur lequel je suis plus avancé contrairement à Vesperia, mais qui pour le coup n'est pas sur console, qui est sur émulateur. Émulateur, pourquoi? Parce que le jeu est sorti en 2011 sur PlayStation 3, mais n'a pas eu de remake. Donc malheureusement, pas d'occasion d'avoir le jeu de manière légale. Si, évidemment, d'acheter une PlayStation 3 et le jeu avec, mais la thune se fait rare, hein, on fait attention quand même. Hein, et je vais pas acheter une PlayStation 3 juste pour un jeu. Donc heureusement, j'ai l'occasion d'avoir le jeu sur émulateur, sur l'émulateur PlayStation 3. J'y joue, j'avance. Je dois avoir peut-être 8 heures, je crois que j'ai déjà 8 heures de jeu, je crois que j'ai quand même pas mal avancé. Les personnages sont extrêmement intéressants et en plus il a une suite directe, Xillia 2, que je ferai derrière, je l'ai aussi, et qui a été aussi, c'est derrière le dernier jeu, c'est le dernier jeu réalisé par Namco Tale Studio. Donc les personnages Jude, Mila, Alvin, Leia, Elise, voilà, des personnages toutes sommes intéressants, même si Mila, parfois j'ai envie de lui mettre des tartes tellement elle est incroyablement blessante dans ce qu'elle dit, parce que Mila n'est pas humaine, hein, pour ceux qui connaissent Xillia, c'est un esprit, donc ce qui fait que parfois elle essaye d'apprendre un peu... elle apprend le tact. Vous savez ce que c'est le tact? C'est quand on dit un truc, mais on se retient quand même d'être blessant dans ses paroles, parce que des fois Mila elle dit des trucs... t'as envie de l'attraper derrière un arbre et de lui foutre des tartes, hein, parce que tellement elle est crue dans ses paroles. Des fois tu te dis, mais tu pourrais pas, genre, avoir un peu plus de tact, meuf. Un jeu intéressant sur lequel j'avance de plus en plus. Les mystères autour de l'univers sont intéressants, même si ce jeu est dur. Comme tous les autres Tale of, il est extrêmement dur, extrêmement difficile. Je sais pas pourquoi Bandai a décidé de faire des jeux aussi durs. Hein, je sais pas quelle est l'intention derrière tout ça, même si ça n'empêche pas que je l'ai fait quand même. Donc, on va dire que j'aime ça. J'aime souffrir. J'aime souffrir. Oui, peut-être bien. J'aime souffrir. Les deux derniers jeux de cette vidéale, même si pour le coup je ne les ai pas, j'y ai pas beaucoup joué. Il s'agit de Made in Abyss Binary Star Falling to Darkness, que je vous ai fait en test sur cette chaîne YouTube, tout comme le dernier. Hein, de cette vidéo. Donc un jeu RPG de chez Spike Chunsoft qui n'a pas eu beaucoup de bons retours, même si les fans de Made in Abyss sont plutôt contents hein, de jouer l'histoire de Rico l'égout descendant dans l'abysse, mais je trouve que le gameplay est vraiment pas terrible, ce qui fait que j'ai pas avancé dans le jeu. Je ne sais pas si j'y rejouerai un jour ou pas, étant donné que j'y ai joué sur PC. Je sais pas du tout si jamais je continuerai le jeu un jour, mais c'est vraiment, mais alors vraiment pas mon type de jeu. J'y ai même pas rejoué depuis que j'ai fait la vidéo, donc c'est pour dire à quel point j'ai pas du tout accroché au gameplay. Et le dernier, je l'ai également testé sur cette chaîne et on va faire très rapide, c'est Tower of Fantasy, Genshin Impact like dans un univers un peu monde robot, monde robotique, technologie avancée, etc. J'y ai pas rejoué pareil depuis que j'ai fait la vidéo. Si j'avais avancé un petit, si, c'est un mensonge. J'ai avancé un peu. J'ai dû faire les 2 ou 3 premiers chapitres du jeu, mais j'ai pas avancé depuis. Et je ne pense pas que j'y rejouerai. Je crois même que j'ai désinstallé le jeu. C'est dire à quel point je n'ai pas avancé parce que ça a déjà été le cas avec Genshin Impact. Au bout d'un moment, je me finis par me lasser de ce genre de jeu. Et pareil, c'est des jeux auxquels il faut farmer farmer de l'XP, farmer des composants, farmer de l'équipement, machin. Ça me casse les couilles de jouer à ce genre de jeu. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire votre petite liste. Ça m'intéresserait sincèrement de voir quel jeu et de savoir quel jeu vous avez fait cette année, même si je pense que certains d'entre vous n'en ont peut-être pas fait beaucoup, mais ça serait sympa de voir à quel point les avis sont divergents sur quel type de jeu vous aimez en général. Moi j'aime bien tout ce qui est... Bon, RPG, ça serait un peu gros de le dire comme ça, puisque je joue quand même à Zelda, sur lequel il faut farmer. oui, c'est quand même dit bizarrement, alors que je viens de vous dire que j'aime pas les jeux auxquels il faut farmer, alors que je joue à Zelda, et j'ai aimé Breath of the Wild. Et j'attends évidemment avec impatience Tower of the...
Tear of the Kingdom. Oula, Tear of the Kingdom. Excusez-moi, j'ai failli dire n'importe quoi. Tear of the Kingdom qui arrive donc en mai 2023. Et d'autres jeux qui sortiront probablement en fin d'année. Des jeux peut-être mobiles que je vous ferai en découverte, etc. Du genre Jujutsu Kaisen ou autre. Je ne sais pas ce que je vous ferai. Je ne sais pas comment ça va se passer, si ces vidéos seront déjà sorties, en fonction de mon calendrier, de quand est-ce que sortira même cette vidéo-là. Je verrai, et je vous dirai ça. De toute façon, vous le verrez quand les vidéos sortiront, hein. C'est pas moi qui vous le cacherai. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et à plus tout le monde. Ciao, bye.